La sécurité, c'est très... c'est tout dans l'uniforme, quoi. Enfin, si c'est juste... Est-ce que ça se dit c'est très performatif? Ouais. Bah ouais, juste le fait qu'il y ait une personne, on sait qu'elle est là pour surveiller. Si elle a l'uniforme, on sait qu'elle est là pour faire la sécurité. Donc ouais, tout est dans l'uniforme, je dirais. On se rend compte qu'aujourd'hui, l'État a de plus en plus recours à ces acteurs privés, ce qui pose une série de questions sur le plan démocratique et éthique. Qui les contrôle? Est-ce que les gens sont bien formés? Est-ce qu'ils respectent le droit à la personne, les libertés individuelles? Est-ce qu'ils ne peuvent pas contrôler les gens de n'importe quelle façon? Ce sont des questions qui renvoient à la fois au cadre légal et à des questions d'ordre éthique et politique. La question est vraiment de savoir à un moment donné, est-ce que, au fond, le public ne sert pas les intérêts du privé dans ce cas-là, et à l'inverse, le privé sert-il objectivement et de façon efficace aussi les intérêts du public. Dans les formations théoriques, on nous apprend comment réagir ou comment justement ne pas réagir, parce qu'on n'est pas la police, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. On nous présente des situations de danger et qu'est-ce qu'il faut faire, comment réagir. Il n'y a pas de type de personne ou de personnes qu'on nous dit de surveiller de plus près ou quoi. C'est non. Le risque existe toujours. Pour le parler plus franchement, c'est du délit de sale gueule. J'ai envie de dire, à chaque fois que vous passez une douane, vous passez un contrôle, ça peut effectivement, ça ne devrait pas, mais ça peut arriver. Il est heureusement pas, c'est pas part de la politique institutionnelle de l'État suisse. Il repose sur des conceptions individuelles. C'est évidemment très grave lorsqu'il s'agit d'acteurs publics. Ça l'est tout autant d'ailleurs d'acteurs privés lorsque vous voulez rentrer dans un club ou dans un restaurant ou assister à une soirée. Ça, j'en appelle la vigilance de chacune et de chacun pour justement, à un moment où peut-être ces valeurs-là sont un peu malmenées, de rappeler qu'elles sont le fondement de nos sociétés multiculturelles. Ce que je fais dans le cadre de mon organisation, donc Security and Human Rights Academy, l'acronyme c'est SHR, c'est qu'on forme et on sensibilise les professionnels de la sécurité, ceux qui opèrent sur le terrain donc, aux standards, aux normes des droits humains, du droit international humanitaire. Et on essaye de contribuer à des pratiques de sécurité davantage responsables, je dirais. J'étais justement en assemblée générale pour créer une structure avec 10 autres jeunes hommes. Et justement, j'essayais d'attirer leur attention sur cette chose délicate qui s'appelle le respect des droits humains et le pourquoi du respect des droits humains, déjà pour eux. Et en fait, ils se sont marrés durant à peu près 15 minutes sur « ben non, moi je sors telle chose, moi je sors telle arme ». Enfin, voilà. Alors on ne sait pas trop si ça relève vraiment d'un manque de conscience, parfois de leur part, vis-à-vis de cette question d'éthique et de droits humains, ou s'il s'agit, ou s'ils en sont complètement conscients. Mais voilà, ça peut faire rire, tout simplement. Généralement, dans les entreprises de sécurité, il y a pas mal de gens qui ont déjà fait l'armée, en fait. Et ça peut même faire partie des conditions de recrutement. Avoir fait l'armée ou avoir le diplôme de telle ou telle arme, enfin voilà. De par le fait qu'il y ait des hommes en très large majorité qui sont dans le domaine de la sécurité, c'est aussi la conséquence que pour la plupart d'entre eux, ils viennent de l'armée, et que la place de la femme à l'armée, même si depuis quelques années ça a un peu évolué, reste quelque chose de très marginal.
Et donc, au fond, c'est davantage une vision, je dirais, plutôt très institutionnelle des questions de sécurité qu'une vision homme-femme. Maintenant, en s'ouvrant à d'autres profils, et qui ne soient pas liés à ces domaines-là, indépendamment du sexe et du genre, je pense que peut-être qu'on aurait une autre définition, effectivement, des questions de sécurité. Il y a une différence de mission entre hommes et femmes, je pense. Dans l'équipe qui est là de base, on voit que c'est majoritairement des hommes et que s'il y a des femmes, elles sont à l'accueil, à la réception ou plus des jobs comme ça. Et je sais qu'on nous a déjà dit dans une mission, le client il a dit qu'il voulait les femmes en premier poste, quoi. En plus, c'était... Ouais. Et... Ouais, en plus de ça, quand c'est arrivé, du coup, j'étais avec une collègue femme, quoi. Et puis, du coup, j'en ai discuté avec elle. Et pour elle trouvait ça normal. Enfin, c'est le client qui paye, donc oui, il peut demander des choses comme ça. Et je comprenais pas. Enfin, je me disais, mais on n'est pas là on n'est pas des modèles, quoi. On est là pour la sécurité. On est là pour travailler, donc peu importe qu'on soit homme ou femme. Enfin, pour moi, c'est révoltant. Et puis elle, non, il paye, donc il fait ce qu'il veut. Avoir une femme sur le terrain, c'est d'abord un piège, presque un piège culturel, parce que personne dans son imaginaire se dit qu'une femme va dégainer un flingue. Ça, on ne l'imagine pas. On imagine très bien un homme le faire, par contre. Je dirais que la formation, elle est assez uniforme, dans le sens où ils ne disent pas ouais, les femmes faites ça, ou les hommes faites ça. Il n'y a pas de commentaires genrés, entre guillemets. Dès qu'on monte dans la hiérarchie, c'est beaucoup plus masculin. C'est vrai que sur le terrain, c'est beaucoup plus... on pourrait dire que c'est très hétérogène, il y a autant de femmes que d'hommes, mais après, plus on monte, plus on voit que c'est des hommes. Quand je dis fermer en décrivant ce milieu-là, c'est deux choses. La première chose, imaginez, vous, nous, peu importe, le fait que des femmes puissent vouloir par elles-mêmes travailler dans ce type de milieu-là, de un. Et fermer, le deuxième pendant de fermer, c'est quand une femme arrive dans ce milieu-là. Je pense que ça provoque des réactions un peu de « Ah, ok », jusqu'au « Ah, très bien ». Et l'entre « Ah, ok » et le « Ah, très bien », ça dépend des collègues, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la direction, ça dépend du mindset, ça dépend des collègues, ça dépend de sa propre attitude en tant que femme aussi. Voilà, mais ça, c'est encore une autre question. Il y a toujours un décalage entre, d'un côté, une arène politique qui va effectivement s'emparer d'un problème, lui donner une base légale et donc la médiatiser, avec la perception individuelle. L'élément médiatique va effectivement alimenter, positivement ou négativement, notre perception subjective du niveau de sécurité et d'insécurité. Dans cette salle, on n'a peut-être pas la même perception, définition de ce sentiment d'insécurité parce que d'une part, il y a notre passé personnel qui fait qu'on n'aura pas la même lecture d'un même événement en termes d'insécurité, et cette couverture médiatique peut être un élément qui l'accélère, qui le rend d'autant plus, je dirais, anxiogène. Il y a des différences, dans le sens où des fois, quand on explique des choses, je pense qu'on va plus nous demander « Ah, mais vous êtes sûr ?» Alors que quand c'est un homme qui va le dire, ils vont dire tout de suite « Ah oui, ok, d'accord. » Par exemple, si je dis quelque chose et que juste après, il y a un homme qui va le dire, ils seront là genre « Ah ok, d'accord. » Et des fois, je pense qu'ils nous font plus répéter, quand on doit donner des explications, des choses comme ça, je pense qu'ils nous font plus répéter des choses, et on a plus des remarques, je pense qu'on a plus de remarques désobligeantes.
parce que, enfin, par exemple, ouais, si dès qu'on est sérieuse et qu'on sourit pas, on va nous dire ah mais vous devriez sourire, ce serait bien, ce serait mieux. Ou ouais, vous seriez plus jolie si vous souriez ou des trucs comme ça. Alors que j'ai déjà demandé à plein de mes collègues masculins si on leur a déjà dit de sourire, on m'a dit non, jamais. C'est toujours délicat quand on est une femme dans ce milieu-là, jusqu'à un certain stade, jusqu'à ce qu'on ait dû faire nos preuves. Bien sûr, c'est toujours délicat quand on s'insère et qu'on essaye de se faire sa place parce qu'il y a peu de femmes, de un. Et de deux, bah, la culture, même si elle progresse, c'est difficile de se faufiler, quoi, de se faire une place. Donc oui, ça m'évoque quelque chose, ça m'évoque la difficulté que c'est à s'insérer et la difficulté que ça n'est plus une fois qu'on a fait sa place. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de remarques sexistes, beaucoup de remarques homophobes et transphobes. Il y a même une situation où j'étais avec une collègue et puis il y a une personne transgenre qui passe et puis je sais pas pourquoi, ma collègue, elle était morte de rire. Genre vraiment, c'était vraiment hilarant pour elle. Et du coup, genre, j'essayais de pas la regarder parce que du coup, moi, j'avais trop honte d'être à côté d'une personne qui se moque comme ça ouvertement des autres. Et enfin, moi, je trouve ça tellement choquant parce que dans notre métier, on est constamment en contact avec différentes personnes, vraiment tout type de personnes, que ce soit du niveau de la classe, du genre, de l'ethnicité, de tout. On est vraiment en contact constant avec tout type de personnes. Donc, le fait que ce soit très fermé, enfin, très fermé d'esprit par rapport à ça, pour moi, ça me choquera toujours. Je pense qu'il y a des petites choses qu'on peut faire. Il y a des choses qui relèvent des entreprises et que les entreprises font. Il y a des choses qui relèvent de l'imaginaire collectif et ça, malheureusement, c'est ce qui est le plus difficile à modifier parce que ça prend beaucoup de temps. Voilà. Mais entre-temps, faut pas trop le vivre personnellement.